vient d'édifier le public aussi par rapport aux questions à poser. Donc, oui. Le micro, vous donnez le micro. Il y en a. Donc, avant de poser la question, je voudrais rappeler aux présentateurs de noter au fur et à mesure la question et après procéder au réponse. Merci. Bonjour tout le monde, je suis Amina Boumez, professeure ici même à la fac d'économie de Suisse. Je suis très heureuse de nous retrouver aujourd'hui avec vous et entre vous également dans une thématique qui est très riche, vraiment d'actualité. Et moi, ce que j'ai, c'est pas vraiment une question, mais c'est juste une interprétation par rapport à ce qui a été présenté. C'est vraiment donc un état des lieux et puis après des perspectives pour trouver une solution à l'accès principalement à la santé. Donc le choix vraiment de la thématique, personnellement, je le trouve très très intéressant. Par ailleurs, j'aimerais bien poser une question à notre duo qui a très bien fait sa présentation entre l'intervention d'un spécialiste, d'un professionnel et en même temps d'un chercheur. Moi, quand j'ai écouté votre présentation, ce qui m'a interpellé plus, c'est une difficulté par rapport aux inégalités d'accès. Parce que quand on parle d'objets connectés, c'est principalement quelque chose qui est très connecté, très lié à la connexion, à la digitalisation. Donc il y a à mes yeux, un double problème par rapport à l'accès. C'est un accès par rapport au budget. Donc ça va être, c'est pas à la portée de tout le monde, côté donc argent, et également côté technologie. Parce que si on observe des objets, on va voir que peut-être des personnes âgées auront à les utiliser. Est-ce qu'elles sont prêtes, est-ce qu'elles sont hautement connectées pour pouvoir utiliser ces objets? Et en même temps, l'inégalité par rapport à toute la population. Donc on va penser que ces objets ils vont encore creuser les inégalités, vont encore créer une certaine politique d'écrémage par rapport à l'accès à la santé si on passe pas. Par ailleurs, vous avez parlé vers la fin, en termes de perspective, c'est une prise en charge peut-être, ou bien des subventions, ou bien quelque chose comme ça que les responsables, ou bien l'État peut mettre à la disposition de la population pour que tout le monde puisse avoir accès à ces objets qui sont très très intéressants. Et puis après, je remercie Dr Anne qui nous on va dire qu'il nous vient du Nord et qui nous ouvre encore la possibilité qu'il y ait de l'espoir pour les pays qui sont encore, qui nagent toujours dans la difficulté pour avoir accès, on va dire, juste pour toute la population. Et merci pour vous tous, pour vos présentations. Merci, bonjour. Je suis Dr Maurice Savo. Je suis spécialiste en management de la santé. En fait, je remercie tous les présentateurs, les interventions parce que c'est très très pertinent. Et je remercie aussi les organisateurs de cet événement. C'est un grand honneur pour moi d'y participer. En fait, j'ai quelques questions par rapport à l'intervention de Madame Justine. En fait, je voudrais bien voir les recommandations, mais vu que le temps, vous avez atteint le temps, donc je n'ai pas malheureusement l'occasion de voir les recommandations. J'aimerais bien que je profite de cette occasion pour vous demander d'exposer ou de relancer ces recommandations parce que le diagnostic il est clair déjà le diagnostic est clair, mais l'important c'est de faire sortir des recommandations assez pertinentes. Par rapport à l'intervention de Madame Anne, c'est grâce à vous que j'ai découvert le système de santé portugais. Je vous remercie. Je voudrais discuter avec vous le paradoxe, parce que vous avez insisté sur le fait qu'il y a une croissance et un développement de secteur privé
au détriment, je ne sais pas, est-ce que c'est au détriment du secteur public, mais est-ce que vous voyez pas que on doit voir vraiment le résultat? Est-ce qu'il y a une amélioration sur la santé de la population malgré ce déséquilibre entre le secteur privé et le secteur public? Parce que ce qui compte, je pense, ce qui compte, c'est le résultat final. Est-ce qu'il y a une amélioration sur la santé de la population? Ça d'une part. D'autre part, je voudrais poser la question par rapport à la couverture, votre couverture sanitaire. Est-ce que vous avez couverture universelle? Je ne sais pas. C'est pas vraiment, je n'ai pas vraiment d'informations sur. J'aimerais bien que vous expliquiez votre système de couverture au Portugais. Merci beaucoup. Bonjour, moi je suis Ibrahim Mansari, je viens de la Guinée, je suis professeur de finances publiques et finances islamiques à l'université de l'Abbé. Moi je suis dans une institution financière. Ma question c'est par rapport à la situation des objets connectés sur notre continent. Le taux d'accès à l'internet est très faible. Est-ce qu'il y a des statistiques officielles fiables par rapport à ce que vous avez donné au niveau mondial? Quelle est la part de l'Afrique? Et surtout, est-ce que vous avez une idée sur l'utilisation des objets connectés dans notre espace ouest-africain? Voilà, c'était un peu ça ma question. C'était juste une petite précision avec madame la conseillère de Burkina Faso. Il serait important de définir c'est quoi l'AES, parce que comme vous avez dit, c'est une activité tout à fait nouvelle et que peut-être les gens n'ont pas la lecture avec l'abréviation. Donc, ce serait mieux de définir de c'est quoi l'AES. Voilà un peu. Merci infiniment. Je vous remercie. Moi, c'est Bertin de Paul Collier. Je suis enseignant-chercheur en sciences de gestion, directeur d'une école de commerce au Cameroun. Je travaille beaucoup sur la question d'employabilité. Employabilité et développement. Parce que ça va de pair. Et un des manquements dans la région, on peut dire en Afrique aujourd'hui, c'est la transformation de nos richesses en termes de valorisation. Alors, ma question est simple. En 2021 à Abuja, lors du sommet des chefs d'État, il était question que nos pays en Afrique essayent de mettre 15% de leur budget pour le développement de la santé. Aujourd'hui, les constats sont clairs. Or, la santé, c'est trouver les moyens pour financer cette santé, bien qu'elle soit primordiale pour le développement de l'économie. Alors, madame la conseillère tout à l'heure a essayé de développer un ensemble d'outils. Mais moi, je voudrais qu'elle me dise avec plus de précision comment est-ce que, en interne, on peut financer sans compter sur le bailleur de fonds. Donc, quels sont les leviers sur lesquels on peut contribuer? Moi, j'ai animé un séminaire sur la recherche des financements pour la sous-région Afrique centrale, la CEMAC. Et dans ce cadre, moi, j'ai préconisé la collaboration déjà interafricaine qui peut servir de levier. Et de deux, je pensais pour ma part que par la formation, on peut capitaliser en mettant par exemple une taxe pour financer. Et un autre constat que je fais en termes d'observation, c'est que la santé étant primordiale, et je pense pour ma part que s'il y a une éducation, la population peut elle-même, par un mécanisme de contribution volontaire, financer les mécanismes de santé. Sauf que notre problème en Afrique, c'est la malgouvernance. Alors, faudrait-il trouver un organisme, peut-être public-privé, mais indépendant? Parce que si chacun est convaincu qu'en contribuant seulement à 2000 francs CFA, pour prendre le cas de la sous-région Afrique centrale, par mois, à payer une assurance pour sa santé, et que les fonds sont bien gérés, est-ce que ça n'impactera pas? Parce qu'en fait, si on est convaincu que si on va à l'hôpital, il y a forcément une prise en charge, ou qu'il y aura un impact sociétal, et la contribution sera volontaire.
nous ne pourrons pas aller vers ces mécanismes en termes de recherche de financement. Je vous remercie. Bonjour à tous. Je suis professeur Oukatou, épouse avocat. Je suis doyenne de la faculté de sciences économiques et de gestion à l'université de Garoua au Cameroun, une université qui n'a que 3 ans d'existence. Et je suis bien contente d'être ici pour discuter d'une thématique importante. Je disais à mon voisin tout à l'heure que c'est dommage que les autorités chargées de la santé au Cameroun n'aient pas pu être ici, parce que moi je suis en sciences de gestion. Alors mon intervention va dans le sens de Madame Justine, qui a fait une analyse très intéressante, mais une analyse qui prend en compte que 3 pays. Je voudrais donc proposer que cette analyse soit répercutée à toutes les facettes de l'Afrique. Qu'on le fasse en Afrique australe, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest. Ça nous permettra de voir quelles sont les régions qui ont vraiment plus de problèmes par rapport à d'autres. Et à partir de ce moment-là, on peut trouver une stratégie d'intervention par rapport à cela. Parce que les pays n'ont pas le même poids. Moi, je suis arrivée ici hier, je l'ai dit en blaguant à monsieur l'ancien ministre que même dans 100 ans, le Cameroun n'atteindra pas le niveau du Maroc que j'ai vu, soyons honnêtes. Soyons honnêtes, nous sommes quasiment en retard. Si vous entrez dans nos hôpitaux, tout le monde va dans les hôpitaux privés parce que dans les hôpitaux publics, c'est vraiment la catastrophe. Donc, comme elle a dit, le personnel de santé n'est pas formé du tout et les patients même ne se sentent pas à l'aise. Du coup, qu'est-ce que ça développe à l'intérieur des hôpitaux? Quand vous y allez, ils sont hargneux, ils sont mécontents, ils ne traitent pas les malades comme il se doit. Et les gens désertent les hôpitaux publics vers les hôpitaux privés. Or, quand on voit la situation, ce qui a été fait ailleurs, cette expérience pourrait être partagée avec d'autres pays pour que nous puissions ensemble trouver une solution. Je vous remercie. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Je remercie infiniment les intervenants et les intervenants qui ont présenté leurs travaux. C'est un travail de qualité. Donc ma question est adressée au Dr Anne. J'aimerais seulement avoir quelle est la différence entre le NHS du portugais et le NHS de la Grande-Bretagne. Donc est-ce qu'il y a une différence entre les deux systèmes, étant donné que nous avons ce système-là au niveau du Royaume-Uni? Et également, j'aimerais savoir la nature de rémunération des professionnels de la santé dans votre système. Est-ce qu'il s'agit d'une rémunération au salaire, rémunération par objectif ou bien rémunération à l'acte? Et quel est le rôle du médecin, le général praticien, le médecin généraliste dans notre système de santé, étant donné par exemple nous au Maroc, donc c'est lui qui va organiser, va coordonner la filière de soins au lieu de passer par automédication, donc qui impacte surtout la prise en charge des patients par le recours aux antibiotiques avec des coûts élevés, avec des résistances, etc. Et merci à tout le monde. Merci. Merci. Je pense qu'on va se limiter à ces différentes questions et nous allons donner la chance aux présentateurs d'aborder ces différentes questions. Il y a eu beaucoup plus de commentaires, de suggestions et quelques questions. On va leur donner la chance parce que le temps qui nous est imparti, c'est jusqu'à 13h30. Voilà, je vous remercie. Vous avez la parole. Oui, je vais essayer de répondre à la question de Madame et en même temps à la question de la pénétrabilité de l'Internet dans les pays africains. Donc, il n'y a pas de statistiques réelles. Et pour répondre à votre souci que le problème de la démocratisation d'accès à l'Internet, je vous donne un chiffre qui est réel, celui de la NRT. Au Maroc, il y a 40 millions de téléphones portables alors que nous sommes 33 millions. Donc c'est une question de gestion.
Donc il y a des gens qui ont 2 numéros de téléphone. Donc c'est pas un problème d'accès à la technologie. C'est une manière de gérer cette technologie, à mon avis, qu'il y ait un organisme régulateur de l'e-santé, parce qu'elle va rendre des services extraordinaires. Je donne que l'exemple. Par exemple, nous sommes à 300-400 km, prendre la photo d'une brûlure et l'envoyer à un CHU, à Fès, à Meknès ou à Tanger ou à Rabat, chez un spécialiste, il peut décider est-ce que c'est le premier, le deuxième, le troisième degré, et donner l'attitude à faire. Donc c'est une réflexion qui doit être menée éventuellement par le ministère de la Santé, ou, comme a dit monsieur tout à l'heure, par un organisme indépendant. Enfin, je pense que peut-être que j'ai essayé de répondre. Et par rapport à madame la doyenne, tranquillisez-vous, il n'y a pas que en représentant votre ministère. Notre ministère n'est pas avec nous aujourd'hui, alors que nous sommes au Maroc. Et je le dis, moi je suis médecin, ça fait 34 ans que je suis médecin. Notre système de santé, c'est un beau projet, la couverture médicale universelle. Mais il risque d'être grévé si on n'agit pas, parce qu'il va être bouffé par le secteur libéral. Dans quelques années, si le ministère, je ne sais pas le ministère, moi je dirais, comme diraient les Marocains, ils font comme ça toujours, il faut réfléchir en haut lieu. Parce qu'il y a aujourd'hui un système libéral tentaculaire qui est en train de bouffer tout le système qui rapporte de l'argent et aux dépens de l'hôpital public et aux dépens de l'hôpital universitaire. Mais je reviens, une des solutions, c'est le santé. Parce que l'hôpital est loin, le centre de santé est loin, mais grâce à des spécialistes qui sont dans de grands centres universitaires et des médecins qui sont connectés avec un téléphone, un simple téléphone, on peut rendre un service. Merci Salma. En complément, c'est un rêve de vouloir généraliser. Mais il faut bien commencer et prendre conscience de l'importance de ces objets connectés. Peut-être au départ, il y a des coûts qui sont élevés. Je prends l'exemple du téléphone mobile, téléphone portable. Il y a 20 ans, ça coûtait très très cher. Maintenant, c'est accessible à tout le monde, en termes de coûts, en termes de communication. Et donc, il ne faut pas voir que le coût actuel. C'est pour cela que je dis qu'il faut faire des recherches d'analyse d'impact purement économique sur l'investissement à mettre en place maintenant et une intégration, une banalisation de ces outils de manière progressive, de telle sorte à avoir une couverture par la suite. Maintenant, l'intérêt de cette information, c'est que dans certains cas, on n'a pas besoin d'avoir l'Internet immédiatement pour être connecté. Je peux avoir l'information, collecter l'information et l'envoyer à un moment donné, le capteur de sommeil, il va enregistrer et à un moment donné, on va voir toute la situation qui va être analysée par le médecin. Donc, réfléchir aux moyens de les mettre en place de manière progressive, de telle sorte à pouvoir atteindre cette généralisation à terme. Eh bien, je crois que ces questions sont très intéressantes, les questions qui m'ont posées, et je n'ai pas une réponse absolue pour les suivre. Eh bien, un enfant né au Portugal est dans un numéro de santé. Ce numéro, quelque enfant de quelque situation, c'est-à-dire qu'il a accès à des soins de santé gratuits, quel que ce soit dès les vaccins jusqu'à l'unité intensive. C'est gratuit. Le même se passe, par exemple, avec les femmes enceintes. C'est totalement gratuit. Même, or, les enfants et la femme enceinte, comme je vous ai dit, il y a un taux, il y a quelque chose qu'on va payer, mais c'est vraiment symbolique. C'est pour rationaliser, parce que ça coûte quelque chose, alors c'est différent. Nous n'avons pas, parce que c'est depuis d'à peu près il y a 15 ans, que nous avons les privés à grandir. Alors nous n'avons pas encore des résultats pour faire une comparaison. Mais nous savons que le Service national de santé a eu des résultats. Cela, nous savons. D'autres modèles, nous allons le voir. Nous avons des chiffres. Nous avons des chiffres du Service national de santé, nous n'avons pas des privés.
Encore, je crois. Après, nous pouvons évaluer ce qui s'est passé. J'ai répondu à votre question, non. Oui, il y a encore, j'ai oublié, pardon. Pour le modèle de votre couverture, le modèle. C'est tendanciellement gratuit. Mais si vous voulez aller ou en privé, en médecin privé, il faut payer. Ou vous payez tous, ou vous avez une assurance de santé. Et pour avoir une assurance de santé, il faut payer à des services d'assurance. Alors, tous les services de santé qui ne sont pas publics, ils sont payés. Moins ou de plus, selon le type d'assurance de santé que vous avez. Il faut avoir de l'argent. Il faut avoir de l'argent. J'ai répondu non. Merci. Alors, le modèle. Les centres de santé communautaires sont disperses pour tout le Portugal. Ils font partie du service national de santé. Alors, ils sont gratuits. Tous les gens ont accès à la santé. Qui ne veulent pas l'avoir, oui, elles peuvent choisir et aller au privé. Je crois que vous avez questionné quelque chose, mais je ne me souviens pas, pardon. Ah, le salaire. Le salaire, c'est bien différent. Le salaire en public, aux hôpitaux publics, c'est bien plus bas que le salaire aux hôpitaux privés. Aux hôpitaux privés, hôpitaux privés. Et encore, la qualité de vie des gens qui travaillent au public, c'est très, très, très dur. La qualité de vie des gens qui travaillent au privé, c'est bien mieux. Les salaires sont plus hauts et la qualité de vie pour les gens qui travaillent est mieux. Elle est bien. Une question. Et la question? Oui, c'est bien? Non, merci. Excusez-moi, c'est toujours par rapport à la rémunération. Est-ce que la rémunération par rapport à l'acte ou fixe, oui, parce que c'est important. Oui, la rémunération est fixe. Le salaire est fixe, oui. Aujourd'hui, à peu près 53 ans, on a créé, pas aux hôpitaux, mais aux centres de santé, on crée quelques centres de santé, nous testons le modèle, et en lesquels les gens reçoivent selon des objectifs stipulés. Alors, ils commencent à apparaître. Les résultats, ce n'est pas universel dans le pays. Il y a des bons résultats dans des centres de santé et des mauvais résultats dans d'autres centres de santé. Il y a plusieurs motifs pour les avoir, mais oui. Il a créé, ces deux modèles ont créé une différence de traitement entre les infirmiers et les médecins parce qu'ils font le même, mais on gagne de plus que les autres. Alors, ce n'est pas très motivant pour les autres. Et les centres de santé ces modèles, elles sont institués maintenant, on verra. C'est la peur. Merci beaucoup. Je vais répondre à quelques questions. Je ne peux pas répondre à tout. Je pense qu'il y a eu tellement de questions que ça mérite. S'il y avait une conférence inaugurale, sincèrement, j'aurais pu développer. Et d'ailleurs, c'était mon objectif, comme je l'ai dit. C'était l'Afrique en général. Parce que j'ai la possibilité d'avoir les données. La possibilité d'avoir des données. Mon mari étant de l'OMS, mon fils étant du système des Nations Unies. Donc, j'ai mobilisé tout le monde pour... Mais le traitement est très difficile. Si on a l'opportunité, on le fera. Cependant, je vais apporter quelques réponses. C'est quoi l'AES? Je sais que tu sais, mais c'est pour que ceux qui ne savent pas le sachent. C'est l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance a été créée à la suite oui. Cette alliance, l'AES,
c'est l'Alliance des États du Sahel. Cette alliance qui a été créée à la suite de ce que vous savez, les crises sécuritaires au Mali, au Niger et au Burkina Faso, avec les escalades de violence et surtout, disons-le, la malhonnêteté de certains pays qui engagent nos pays dans une crise interminable pour ne pas s'en sortir. Et nos pays ont décidé qu'ils ne répondront plus de qui que ce soit, mais d'eux-mêmes. Donc, je sais que tout le monde entend parler du capitaine Ibrahim Traoré, et nous serons fiers qu'il vienne voir son papa ici. Le roi, qui le soutient d'ailleurs. Comme je vous ai dit, nous avons reçu beaucoup de médicaments, beaucoup de... Il a été formé au Maroc. Hein? Il est formé au Maroc. Oui, il a suivi des formations au Maroc. Il a été formé d'abord à l'Académie militaire Georges Namono au Burkina Faso, et il a suivi des formations au Maroc. Et je sais beaucoup de choses. Donc, c'est très bien que vous le sachiez, c'est un fils du pays. Alors, l'AES, c'est donc ça. Ils ont décidé de dire non à l'impérialisme et à tous ces valets locaux et à tous ceux qui œuvrent pour les tirer vers le bas. Et c'est ça. Et je peux dire qu'avant qu'ils n'arrivent, moi, je ne dormais même pas un mois à certains endroits parce que j'étais lancé dans cette bagarre. Je suis une ancienne compagnon de la révolution de 1983 avec Thomas Sankara, et mon souhait était que nos enfants prennent la relève parce que sans ça, on ne pourra pas s'en sortir. Donc c'est pourquoi j'ai toujours un cri de guerre. Excusez-moi, ça est dans mon sang. Après l'AES, qui réclame sa souveraineté et son autodétermination, et le fait qu'il veut refonder son État et s'éloigner de tout ce qui les amène à souffrir, il y a qu'ils ont mis en place dans cette confédération un certain nombre de politiques qui sont en train de vouloir harmoniser. Donc c'était un cas exceptionnel de parler de ces pays-là qui ont des disparités parfois pas très importantes, mais parfois importantes en termes de développement à tous les niveaux. Sur quel levier il faut agir? Et l'analyse allait en ça, j'ai répondu. La rémunération des salaires. Chez nous, il y a une rémunération fixe, mais une aussi qui n'est pas fixe. Il y a des rémunérations qui sont prises en compte par rapport sur les gardes. Je suis de garde, j'ai droit à des gardiennes. Si je fais un travail supplémentaire, j'ai droit à quelque chose. Plus on est en zone rurale, dans les zones conflictuelles, plus on est en danger, plus on a droit à une prime d'encouragement et tout. Et il y a un certain nombre, mais c'est insuffisant au regard de la faiblesse du budget qui doit supporter cette guerre, mais aussi prendre en compte des pans de développement tout aussi importants que ceux de la santé. Mais c'est déjà quelque chose. Et ensuite, le financement. Le financement, j'ai égrené un certain nombre de propositions, dont certains consistent à élargir l'assiette fiscale qui va aller directement financer les services de santé et de formation. Comme je dis, santé, éducation, formation sont liés. Innovation, c'est lié. Dans cette assiette fiscale, j'ai parlé d'ailleurs, c'est pour ceux qui ont retenu, écrit, qu'il fallait, déjà au niveau des industries et des entreprises, fixer des taxes spécifiques. Plus une industrie pollue l'environnement, crée des difficultés de santé, etc., etc., plus tout le monde sait les conséquences de la cigarette et tout. C'est bien d'aider les gens à se soigner. Mais souvent on dit, si tu crées ta maladie, il faut te prendre en charge, mais on ne peut pas toujours. Il faut déjà aller à la source, créer des taxes spécifiques sur ces entreprises-là et reverser pour la prise en charge de la santé et de la formation. Deuxièmement, il y a une disparité rurale-urbaine au niveau spatial. Et les ruraux n'ont pas aussi accès, n'ont pas d'infrastructures de développement d'emploi et autres que l'urbain. Plus tu es dans le milieu urbain, plus tu payes. Plus tu es riche, plus tu payes. Plus ton toit est comment on appelle ça, en béton et il est à niveau, plus tu as des ressources, plus tu payes. Oui, plus tu payes. Mais quelque chose de très intéressant.
j'ai égrené un certain nombre et j'ai mis toutes ces informations à court, moyen et long terme. C'est-à-dire que ce document sort déjà avec un certain nombre de propositions dans le temps. Mais un indicateur très important que quelqu'un a soulevé, des gens ont soulevé ici, c'est la malgouvernance et les fonds extérieurs. Souvent en cours, je suis spécialiste dans la mobilisation des fonds au niveau de l'Union européenne, de la Banque mondiale, certifiés. Mais honnêtement, nous ne gagnons rien. Nous ne gagnons rien avec ça. Et je le dis à mes étudiants dans l'amphi, dans mon cours pratique de gestion du développement. Quand on dit aide, ce ne sont pas des aides, c'est pour vous engouffrer. Il faut se programmer, se planifier avec ce qu'on a et mobiliser au plan interne. Et ce qui est plus important pour réussir, c'est la gouvernance. Nos populations ont appris la démocratie par des comportements désinvoltes qui nous détournent de nos obligations. Un exemple. Il n'y a que la semaine dernière, le chef de l'État a dit tous ceux qui ont brûlé les feux rouges, les jeunes qui font les cascadeurs, prenez-les, envoyez-les, ils vont faire des pavés sur les routes, creuser, nettoyer et tout. Du Burkina Faso. Hein? Tu vas les nourrir et les amener à développer des histoires? Non. Quand ils vont aller se coucher, les épaules vont faire mal et tout, passer à la télé, ils vont réfléchir, ils ne vont plus changer. On les a amenés, ils ont travaillé. C'est un travail utile. Au lieu de payer des gens qui incivisme, faible citoyenneté, tu participes au développement bon gré, mal gré. Demain, tu ne mettras pas les gens en difficulté. L'argent qui est venu, je finis, l'argent qui vient de l'extérieur, il est mal utilisé. C'est l'argent de la Banque mondiale. S'il vous plaît, Madame Justine, vous allez continuer à la pause. Je termine. Vous venez de nous interpeller. Excusez-moi, l'argent de la Banque mondiale, l'argent que les populations mettent, sont mal utilisés à tous les échelons du système administratif. Il faut mettre en avant la comptabilité, l'obligation de rendre compte et donc suivre pas à pas que les gens puissent rester dans les normes et respecter les lignes budgétaires. Je vous remercie. Merci Madame Justine. Désolé pour le désagrément et nous tenons compte des consignes. Et merci. Peut-être, voilà, effectivement, le comité d'organisation nous interpelle. Ils tiennent compte aussi de ce qui a été planifié. Voilà. Le deuxième prêt, il est temps qu'on aille prendre le déjeuner. Merci. Les bas salaires et les mauvais équipements, parce que je veux être satisfaite et je veux un bon équipement pour faire mon travail bien, ont causé une fuite de professionnels de santé pour les structures privées. Et même les équipements anciens ont fait que nous achetons des services au privé. Et encore, plus d'argent pour les privés, moins d'argent pour le service national de santé. Et alors, vidange humaine du service national de santé, moins d'argent, détérioration du fonctionnement du secteur public, et alors croissance du secteur privé. Parallèlement, la structure organisationnelle a été plus faible depuis les France. On n'a pas un modèle. Chacun, en son pays, en son région, il faut que choisisse le modèle pour ce pays. Mais on ne peut jamais oublier la relation entre professionnels de santé et les patients. Il repose sur respect, confiance, humanisme, compassion et communication. Il est toujours un chemin lourd, mais qu'on doit le parcourir pour la santé de tous nous. Merci.